Dupont-Aignan, c'est un grouchy. Voilà. C'est-à-dire qu'il suit sa ligne de conduite, il pense faire bien, mais finalement il rate toutes les batailles, quoi. Voilà. Il est tout seul avec son petit corps d'armée, mais il risque de manquer la bataille. Pour moi, Dupont-Aignan, c'est un grouchy. Voilà. Il a le syndrome grouchy. Julien Rochedy, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore assez bien. Je m'appelle Julien Rochedy, je suis directeur national du FNJ, j'ai 26 ans. Je suis ardéchois à l'origine, ardéchois de souche. Et j'ai écrit plusieurs bouquins. Dont Le Marteau, Dont Le Marteau qui ressort. qui est réédité par Perspective Livre. C'est ça, de Pierre-Yves Rougeron, qui était le livre que j'ai écrit à l'âge de 20 ans. Et qui, je pense, est assez intéressant. Voilà. Donc, Il est toujours d'actualité. oui, il est toujours d'actualité, vu que ça traite surtout de sujets de fond, pas des sujets politiques du quotidien. C'est un livre assez corrosif, vous verrez, je vous l'enverrai. Et je pense qu'il peut faire parler de lui maintenant avec cette nouvelle édition, vu que j'ai amendé pas mal de choses, enlevé 2-3 coquilles qu'il y avait. Ça peut être intéressant pour l'année à venir, vu qu'il vient juste de ressortir. En général, on regrette toujours ce qu'on a écrit à 20 ans, et là, c'est pas votre cas. Non, quand je l'ai relu pour le corriger, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je n'aurais pas écrites comme ça aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, mais je ne renie rien. Et puis du coup, à 20 ans, 21 ans, j'avais une flamme, une passion, que j'essaie de conserver toujours aujourd'hui, mais qui est plus politique. Donc je suis un peu plus dans les clous aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il y avait cette espèce de violence qui, je crois, est utile aujourd'hui. Alors vous qui êtes président du FNJ, comment vous la sentez cette jeunesse aujourd'hui ? Moi, je crois qu'on assiste vraiment à un changement, à un basculement de la jeunesse, là, qui a été élevé selon des codes très à gauche, très gauchistes, très mondialistes, libéraux, multiculturels. Et on se rend compte qu'il y a un vrai rejet de ça maintenant, dans la jeunesse actuelle. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a déjà quelques années, en 2007 par exemple, déjà quand je commençais à m'éveiller bien à la politique. Et lorsque j'ai écrit Le Marteau, je m'en rendais compte. Et puis ce que j'ai vécu moi personnellement, je me dis que beaucoup d'autres jeunes ont dû le vivre également. C'est-à-dire que j'ai été élevé avec des professeurs de gauche, une télé de gauche, des parents qui étaient presque de gauche aussi. Et puis je me suis rendu compte que toutes ces idées-là avaient amené une société dégueulasse, qui était difficile à vivre et qui n'amenait rien de grand, rien de beau, rien de fort. Donc j'ai remis en cause toutes ces valeurs et tous ces principes qu'on m'avait inculqués, et je pense que ce que j'ai vécu moi dans ma chair, dans mon âme, la plupart des jeunes l'ont vécu aussi. Et on le voit au Front National de la Jeunesse aujourd'hui, puisque on est le premier mouvement jeune de France, qu'on arrive à rassembler des jeunes qui ont des profils tout à fait différents. Des jeunes cadres, des jeunes étudiants, comme des jeunes chômeurs en province. On a vraiment tout aujourd'hui. Le FNJ ressemble à la jeunesse française. Et je crois que d'une manière générale, d'un point de vue culturel, les idées 68ardes ont fait leur temps, que c'est terminé et qu'on est en face aujourd'hui d'une jeunesse qui veut autre chose. Je vais vous poser la même question qu'à Jean-Marie Le Pen. Pour vous, est-ce que la priorité est la sortie de l'euro ou l'arrêt de l'immigration ? La priorité, c'est que la France redevienne elle-même, c'est-à-dire qu'elle soit libre chez elle et que l'on fasse ce qu'on a envie de faire dans notre propre pays. Et que l'on reste nous-mêmes dans notre identité. Donc finalement, l'immigration et le problème de l'immigration, le problème de l'euro et tout sont du même tenant en réalité. C'est celui de la perte totale de la France, de sa liberté, de sa souveraineté, de son indépendance et de sa propre nature. Donc évidemment, le problème le plus grave est celui de l'immigration, parce que là c'est le peuple qui est en train d'être remplacé. Mais je vous dis, ce sont des problèmes qui sont d'un même tenant. Voilà. C'est la France qui n'est plus elle-même. Donc il est tout à fait légitime et cohérent de s'opposer à l'Union européenne qui retire à la France ses pouvoirs et sa liberté, et de s'opposer également à l'immigration qui retire la liberté au peuple français et son identité. C'est la même chose au final. Même si je devais répondre sans langue de bois, il est évident que le changement de peuple est beaucoup plus grave que des difficultés économiques. Et concernant Jean-Marie Le Pen, avec tout le respect qu'on lui doit, est-ce qu'il se fait pas un peu gênant et est-ce qu'il ferait pas mieux de se retirer aujourd'hui ? Moi sur la question de Jean-Marie Le Pen, je ne m'exprime pas. Vous allez dire que je fais de la langue de bois, mais
Je suis un jeune de 26 ans, je n'ai pas son expérience, je n'ai pas son histoire et je ne suis pas à ma place pour dire ce que j'en pense et mettre un jugement. Je sais que c'est la grande mode aujourd'hui que chaque petit con se permet de dire ce qu'il pense. Mais moi, j'estime que vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas à le dire. Je pense certaines choses sur lui, peut-être qu'un jour je les écrirai, mais ce n'est pas mon rôle de dire ce qu'il doit faire. Voilà, c'est à lui de choisir. Maintenant, il est évident que si on est au Front National aujourd'hui, c'est pour Marine Le Pen. C'est parce qu'on estime qu'elle peut nous amener au pouvoir et peut apporter un autre destin à la France. C'est pour Marine Le Pen que je me suis engagé. Alors, on vous sait passionné de Napoléon. Quel est votre rapport à l'empereur? C'est un rapport qui est charnel, qui est romantique, qui est amoureux presque. Parfois je me dis qu'il y a deux types de Français. Il y a le Français qui pleure de joie en lisant les rapports sur la bataille d'Austerlitz et qui pleure de rage sur la bataille de Waterloo. Et puis le Français pour qui tout cela est indifférent. Je pense que vraiment il y a deux types de Français parce que quand je rencontre un Français qui est passionné par l'épopée napoléonienne, il a en règle générale un caractère, un tempérament et des valeurs, des principes et une certaine idée de la France qui fait qu'il est assez singulier par rapport aux autres Français. Donc il y a presque quelque chose de religieux autour de l'épopée napoléonienne. C'est un truc, on admire les grands maréchaux, on admire les grandes actions, on admire ces grands Français, cette grande nation. Et ça vous donne un amour de la France, et un amour de la gloire, de la grandeur, et un mépris pour la médiocrité et les choses basses qui reste toute votre vie. Je pense que c'est... Voilà, on peut presque diviser les Français en deux. Ceux qui sont fous de Napoléon et de l'épopée, et ceux pour qui tout ça est indifférent. Est-ce que vous diriez, comme Éric Zemmour, que la défaite de Waterloo, au quotidien, assombrit, si je reprends ces mots, assombrit votre existence? Oui. Et vous inflige une certaine mélancolie? Disons que c'est un peu la fin de l'hégémonie française sur l'Europe et sur le monde. Quand on est très français et qu'on a envie pour son pays du meilleur, c'est vrai que c'est la mort dans l'âme qu'on lit les rapports sur Waterloo et qu'on voit surtout les conséquences de tout ça, puisque on sait très bien que les conséquences de Waterloo, c'est la domination de l'Angleterre sur l'Europe, la domination du monde anglo-saxon et toutes les valeurs que ce monde anglo-saxon véhicule, c'est-à-dire le libéralisme, le mercantilisme et tout le reste. Donc oui, moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine encore aujourd'hui. Et encore une fois parce que ça a des conséquences, ça a une incidence sur la vie de tous les jours. On est les enfants de Waterloo, hélas. Vous avez envie d'aller secouer un peu Grouchy? Est-ce que vous pourriez revenir en arrière? Disons que j'utilise souvent l'exemple de Grouchy par rapport aux patriotes qui sont divisés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez plein de patriotes qui reprochent des choses à Marine Le Pen. Au Front National, ils ne sont pas d'accord avec tel pan du programme, telle idée dans le projet. Et en fait, du coup, ça crée des patriotes qui sont en ordre dispersé. On sait très bien qu'en ordre dispersé, on se fait défoncer par la cavalerie, quoi. C'est classique dans l'armée, dans les batailles. Et en fait, finalement, il faut toujours repenser à ce mot de l'armée, qui est qu'il faut marcher au canon. Quand le canon tonne, il faut marcher et rejoindre la bataille. Et ne pas faire surtout comme Grouchy, sinon toute la bataille est perdue. Et aujourd'hui, celui qui actionne le canon et la bataille, elle se déroule autour du Front National et avec Marine Le Pen. Donc qu'on soit d'accord ou pas avec telle idée, ou je sais pas quoi, c'est là où est le gros de la bataille. Voilà. Donc il faut rejoindre la bataille, il faut marcher au canon. Ça c'était un principe, une maxime militaire il faut vraiment s'en rappeler. Voilà. Il ne faut surtout pas faire comme Grouchy, c'est-à-dire se sentir bien dans son action, parce que Grouchy pensait qu'il faisait de bonnes choses en suivant l'armée prussienne, en pensant suivre l'armée prussienne. Donc comme ça, tout le monde se croit pur et dur et pense être dans son bon droit en suivant sa ligne de conduite. Mais finalement, il loupe la bataille et font que la bataille est perdue. Donc Grouchy, pour moi, c'est un des exemples importants et qui s'applique encore aujourd'hui dans la politique actuelle. Donc on est un peu victime du syndrome de Grouchy, quoi, aujourd'hui. Parmi les patriotes, oui, sachant qu'aujourd'hui, fort heureusement, Marine arrive à rassembler énormément de patriotes qui viennent de la gauche et de la droite, donc au final, il y a de moins en moins de Grouchy. Est-ce que vous vous définiriez politiquement comme bonapartiste? Oui, disons que si jamais je devais avoir une étiquette, c'est comme ça que je me définirais. Après, l'étiquette n'est pas obligatoire, mais
quand on analyse un petit peu la typologie politique française depuis le 19e siècle, et notamment à travers René Raymond, quand il fait son analyse de la droite orléaniste, la droite gaulo-bonapartiste et la droite légitimiste, je pense qu'effectivement je ressemble plus à cette droite bonapartiste, ce qu'on appelle droite bonapartiste. Mais après, c'est une typologie d'ordre intellectuel qui ne s'applique pas dans la vie de tous les jours. Mais si j'avais à me définir, c'est ainsi que je me définirais. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le marinisme, c'est le bonapartisme d'aujourd'hui? Il me semble en fait, parce je crois que vous l'aviez déclaré. Oui, il me semble. Parce que, encore une fois, c'est un débat intellectuel. Mais disons qu'on se rend compte que dans l'échiquier politique français, vous aviez dans les années 70 le centre, qui représentait la droite orléaniste, l'UDF, tout le reste. Vous aviez le RPR dans les années 80 qui se définissait comme étant gaulo-bonapartiste. Et puis vous aviez ce qu'on a appelé l'extrême droite, c'est-à-dire la droite légitimiste. Et en fait, tout a basculé, et l'UMP, en devenant un parti totalement centriste, incarne aujourd'hui la droite orléaniste. Une droite centriste qui pense qu'à l'argent, qui est peu intéressée par la gloire, par l'État, par l'autorité de l'État et tout le reste. Et en fait, Marine, à travers son programme, son projet, notamment de l'État stratège, de ses valeurs, de ce qu'elle incarne, eh bien, ressemble en tout point à la typologie de la droite bonapartiste décrite par René Raymond. Donc oui, effectivement, je pense que le marinisme est un bonapartisme, comme le gaullisme l'était. Je pense que ça fait partie de cette tradition française. La tradition française qui a plusieurs caractéristiques. Le fait de vouloir unir tous les patriotes et tous les Français. Napoléon disait ni bonnet rouge ni talon rouge, je suis national. Comme De Gaulle disait, au-dessus de la droite et de la gauche, il y a la France. C'est ce que dit exactement Marine aujourd'hui, c'est-à-dire ni droite ni gauche, patriote. Le rôle de l'État, son autorité, le refus du communautarisme, comme à l'époque on refusait les corps intermédiaires, qu'il y en ait trop, qui divisent la nation. Le patriotisme exacerbé, bien sûr, où on ne peut concevoir la France que grande, glorieuse et libre. Voilà, il y a plein de choses, la synthèse entre la tradition et la modernité. C'est-à-dire on n'est pas des traditionalistes rances, mais on n'est pas non plus des modernes complètement dégénérés. On essaie de faire une synthèse, ce qu'avait fait Napoléon aussi. Enfin, sur tous les grands axes du bonapartisme et du gaullisme, effectivement, le marinisme aujourd'hui est celui qui s'y rapproche le plus. On sait qu'il y a aussi beaucoup de bonapartistes à DLR. Quel est votre point de vue sur ce parti? On parlait de Grouchy tout à l'heure. Pour moi, Dupont-Aignan, c'est un Grouchy. Voilà. C'est-à-dire qu'il suit sa ligne de conduite, il pense faire bien, mais finalement il rate toutes les batailles. Quoi. Voilà. Il est tout seul avec son petit corps d'armée, mais il risque de manquer la bataille. Pour moi, Dupont-Aignan, c'est un Grouchy. Voilà. Il a le syndrome Grouchy. Si les choses ont l'air bloquées en ce qui concerne un rapprochement, un rassemblement des patriotes, notamment entre le Front National et DLR, est-ce que vous pensez que ce rapprochement puisse se faire au niveau de la jeunesse? Par exemple, quel est votre rapport, vous, au FNJ, avec Debout les Jeunes est-ce qu'il y a plus de dialogue que Ça vos dépend, aînés comme partout, il y a des gens qui sont ouverts et qui sont curieux et qui aiment discuter, et d'autres qui sont plus dogmatiques, et ça je pense qu'on le retrouve autant chez les jeunes que chez les adultes. Après, il est vrai que de toute façon, nous, les circonstances font que si on n'arrive pas à tous nous unir dans notre génération et pour notre vie, les années qui vont arriver, on risque de louper pas mal de choses. D'autant qu'on n'a plus le droit de perdre aujourd'hui. On n'a plus le droit de manquer à la réussite, puisque la France est dans un tel état que si on continue, nous les patriotes, à perdre, eh bien, la France risque de disparaître. Voilà. Que ce soit d'un point de vue de la superstructure étatique, que ce soit au niveau du peuple, qui est en train d'être remplacé. Donc à tous les niveaux, on a un devoir qui est plus grand, je pense, que celui des anciennes générations, puisqu'il ne s'agit pas seulement de choisir qui va gouverner la France, est-ce que les impôts vont augmenter ou pas. Je pense que là, l'enjeu est beaucoup plus grave, et cet enjeu doit nous obliger, d'une certaine façon. Il doit nous faire prendre conscience qu'on n'a plus de temps à perdre et qu'on doit gagner. On va changer un peu de sujet. J'aurais voulu savoir quel est votre avis sur Vladimir Poutine et est-ce qu'on doit envisager un rapprochement avec la Russie aujourd'hui? De toute façon, la tradition française, encore une fois, c'est une alliance aussi à l'Est. Le général de Gaulle l'avait bien compris lorsqu'il allait voir les Russes et non pas les Soviétiques, comme il disait. L'intérêt de la France est effectivement d'envisager des rapprochements et des alliances beaucoup plus étroites entre son pays, la France, et puis l'Europe, et après la Russie. Voilà, ça fait partie du même continent. Et cet Heartland, comme on appelle ça, parce que les
les géostratèges américains appellent, l'Heartland, avec la Chine, eh bien, constituerait une base et comment dire, une géographie politique qui permettrait énormément d'enrichissement à tout niveau et une puissance très forte. Et c'est ce que les Américains d'ailleurs craignent, puisque tout leur objectif est de diviser l'Heartland entre les Chinois et les Russes et les Européens, et la France en particulier. Donc moi je sais très bien, en tant que fin connaisseur de l'histoire de France, que l'intérêt de la France, à tout niveau économique, culturel, politique et tout ce que vous voulez, son intérêt c'est d'être allié aux Russes. Pas soumis aux Russes encore une fois, mais en tout cas de ne pas les détester comme les déteste aujourd'hui la classe politique française, financée et stipendiée par les Américains. Voilà, je sais que l'intérêt de la France c'est d'être allié aux Russes. Et après, sur la question de Vladimir Poutine, il y a beaucoup de mensonges qui sont émis à son égard dans les grands médias français. Alors quand on analyse le personnage et qu'on voit ce qu'il a fait pour les Russes, quand on voit l'état de la Russie sous Boris Eltsine, on se dit que là on est en face quand même d'un des peut-être plus grands hommes politiques de ce début du XXIe siècle. Peut-être même le plus grand, celui qui marquera le plus l'histoire. Il a des défauts, il n'est pas parfait, loin s'en faut, mais au final c'est quand même un sacré bonhomme. Et puis il a un style qui me plaît. Yannick Jaffray, qui a écrit un livre Vladimir Bonaparte Poutine et qui est édité chez Perspective Libre comme vous, a déclaré qu'aujourd'hui pour lui Marine était le Poutine français. Est-ce que vous partagez cet avis? Dans le sens, je crois parce que je le connais, Yannick, je crois que... Il est d'ailleurs président du collectif Racine. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que Vladimir Poutine a réaffirmé l'autorité de l'État, ce qui est une caractéristique très bonapartiste, puisque c'est ce qu'a fait Napoléon lors du consulat, et qu'aujourd'hui on est en train d'assister à un étiolement total de l'autorité de l'État, à tout niveau, face à la finance internationale, face au communautarisme, bref, à plein de choses. L'autorité de l'État est en train de disparaître en France. Et donc vu que Poutine, lui, l'a remis en place en Russie, il est vrai que Marine, c'est finalement son objectif, et c'est son destin même, de réaffirmer l'autorité de la France, en France et dans le monde. Donc il est vrai qu'on pourrait du coup la comparer à Vladimir Poutine, en tout cas dans son objectif. En tout cas, Vladimir Poutine a opéré un certain retour des valeurs orthodoxes et un retour de l'église orthodoxe en Russie. Et en parallèle, on peut trouver Marine Le Pen assez laïcarde sur cette question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle aurait plus intérêt à mettre en avant les valeurs chrétiennes et les racines chrétiennes de la France plutôt que de tomber dans ce laïcisme un peu exagéré? C'est pas un laïcisme exagéré, simplement elle veut réinstaurer l'autorité de l'État et de la République française. Et donc dans le corpus des valeurs de la République, il y a la laïcité. Et on s'attache au rassemblement de tous les Français. Voilà, donc on ne va pas faire un point d'honneur de la question religieuse, sachant que Marine, je vous le rappelle, est quand même une catholique et qu'elle a un respect immense du sacré, qu'il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Maintenant, l'autorité de la France, l'autorité de l'État en France, c'est la République, ça s'appelle la République. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer la France à la République aussi? Pas du tout. Et aujourd'hui, le régime qui gouverne la France depuis des années, c'est la République, et on estime aujourd'hui que c'est le meilleur régime. En tout cas, il est inenvisageable de changer de régime aujourd'hui. Il n'y a pas de prétendant à la couronne de France qui est assez prestigieux. Il n'y a pas d'empereur en herbe. Il n'y a pas tout cela. Donc la République reste le régime auquel sont attachés le plus les Français. Et il s'agit simplement de restaurer l'autorité de la République. Parce que les régimes, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est les hommes qui gouvernent ces régimes-là. Une 5e République avec un général de Gaulle, moi ça me pose aucun problème. Maintenant, une 5e République avec un François Hollande, ça n'a pas la même gueule, c'est sûr. Mais je peux vous assurer qu'une 5e République avec Marine Le Pen, ça aurait une certaine classe. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est aussi trop axée sur l'islam? Je pense pas, parce que quand on regarde ce qui se maladroite fait... Non, mais ce qui se fait en Europe, quand on voit par exemple aux Pays-Bas avec Geert Wilders qui attaque directement la religion en tant que telle, Marine n'a jamais fait cela. Jamais elle a parlé de l'islam en mal d'un point de vue de la nature même de l'islam. Vous savez, au Front National, on est contre l'islamisation de la France, pas contre l'islam. Donc je crois qu'il y a là une ligne qu'elle n'a jamais franchie, elle n'a jamais attaqué l'islam en soi. Et franchement, alors que tout pourrait l'amener à faire ça, même d'un point de vue démagogique, hein, elle ne l'a pas fait, et ça on peut quand même lui tirer notre chapeau. Est-ce que vous croyez à l'homme providentiel? Je suppose que oui, en tant que bonapartiste. L'homme ou la femme présidentielle? C'est toute la nature de la France. Pour plein de raisons, l'essence de la France fait
fait qu'elle a besoin d'être unifiée et d'être incarnée par un homme ou par une femme. C'est toute son histoire. Il y a des régimes qui arrivent à être plus parlementaires, comme l'Angleterre par exemple, qui n'ont pas besoin de cette personnification. Mais la France, on est comme ça. Voilà, on a besoin d'un homme qui incarne la volonté générale et le destin d'un pays. Voilà, donc on peut le regretter, mais c'est comme ça que fonctionne la France. Et on remarque à chaque fois que la volonté populaire et la volonté générale s'est incarnée dans un homme qui était fort et qui en valait la peine, eh bien la France a pu réaliser des prouesses. Et aujourd'hui, de toute façon, quand on fait l'analyse des différents hommes politiques en vue en France, c'est évident que c'est Marine qui incarne le mieux cela. On va finir avec 2 questions pour nos lecteurs. Est-ce que vous auriez des lectures à leur conseiller? J'en ai tellement. Comme ça, vous me prenez. J'aurais dû préparer la question. Votre livre déjà? Oui, déjà le marteau. Voilà, je leur conseille d'acheter le marteau et qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. C'est toujours très intéressant. Après, des livres à conseiller. En ce moment, je suis en train de lire Les 7 cavaliers de Raspail. Voilà, c'est un beau roman. S'il y avait un livre en particulier pour vous, pour aborder l'histoire de France pour quelqu'un qui débute dans ce domaine, ce serait lequel? Sur l'histoire de France, Oui. Moi, je crois que Bainville, c'est quand même une référence sur la question. Une vision assez monarchiste de la France. Ouais, mais c'est la vision, je pense, qui colle le plus à l'identité française. Mais après, il y en a tellement, je sais pas, en ce moment, je suis en train de lire un livre aussi, un immense bouquin sur les grands maréchaux d'Empire. Voilà. Donc je me régale à lire la biographie des Davout, des Murat et autres Soult qui sont absolument incroyables et qui me font rendre compte ce que disait Mistral, le poète. À côté de ces hommes, nous sommes des vers de terre. Et je dois vous avouer que j'ai tendance à penser qu'on est vraiment des vers de terre à côté de ces personnages. Juste avant de conclure, je voulais revenir sur la politique économique. Comment vous définiriez la posture économique de Marine Le Pen? Là, c'est une économie de la troisième voie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qui n'est pas dans le tout libéral, qui n'est pas dans le tout socialiste. C'est une économie qui est contrôlée. C'est-à-dire ce qui appartient d'ailleurs, encore une fois, à l'identité française. Une sorte de colbertisme. Voilà, le colbertisme, c'est très français en général. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'à chaque fois que la France fonctionne selon ces principes-là, ça marche. Comme disait le général de Gaulle, quand l'État n'est pas là, ça merdoit. Et aujourd'hui, on a tellement poussé la logique libérale que l'État s'étiole et que l'économie amène crise sur crise. Parce que si on laisse à l'économie toute la puissance aux acteurs privés, eh bien ça devient du grand n'importe quoi et surtout l'injustice sociale règne. Donc il faut que l'État ait un rôle de contrôle. Pas un rôle socialiste et communiste, contrairement aux caricatures qu'on fait de nous, mais un rôle de stratège et de contrôle. Quand les choses vont trop loin, il faut que l'État puisse dire stop. Il faut que l'État également puisse investir dans des grands domaines qui rapporteront dans 50 ou 60 ans. C'est-à-dire, il y a plein de domaines en France qui mériteraient d'être exploités, par exemple comme le domaine maritime. Et les acteurs privés ne peuvent pas le faire, parce que c'est des choses qui rapporteront dans un siècle presque. Et là, seul l'État est capable de penser à l'avenir et à penser sur le long terme. Et c'est pour ça que là en France, toute l'économie a besoin d'être, j'allais dire dirigée, mais le mot peut-être est un peu fort, mais doit laisser l'initiative privée, bien sûr, doit aider les petits entrepreneurs, même les gros d'ailleurs, les entreprises, mais l'État doit avoir ce rôle de contrôle. Voilà. Il faut que l'autorité politique prime toujours sur l'anarchie économique. Voilà, ça c'est une question aussi de principe philosophique et politique. Il y a ceux qui veulent donner tout aux acteurs privés, c'est le libéralisme, c'est la civilisation libérale dans laquelle on est, et d'autres qui pensent que le politique qui est une façon de coordonner les choses et qui appartient au public, voilà, doit toujours primer sur les rapaces privés. Est-ce que vous pouvez finir avec un mot d'espoir pour la France? L'espoir, c'est que je pense qu'elle est liée à la jeunesse. Voilà. La jeunesse est en train de changer. Je pense que nous assistons vraiment à la fin d'un monde, là, à la fin du monde des années 70, 80, 90, qui ont été le règne du libéralisme et de l'idéologie progressiste 68arde. Je pense que c'est terminé. Donc sur ce fumier-là, il va falloir reconstruire. Et je pense que parce que nous avons une ossature intellectuelle, idéologique, nous avons une vraie colonne vertébrale,
je pense que nous, les patriotes, on sera les plus à même à reconstruire quelque chose de fort sur ce fumier 68 arts. Merci Julien Rochely. Merci à vous.